tourner une page, on va tourner les pages surtout de Rivage de la colère de Caroline Leurent, c'est dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Jesmé. Alors, votre invité c'est Caroline Leurent. Caroline Leurent qui vient de recevoir le prix Métis pour donc ce livre. Alors, c'est moi qui vous le montre cette fois-ci, au moins je ferai quelque chose dans l'émission. Voilà, donc Rivage de la colère, Caroline Leurent. Donc, Oui, et donc c'est pas son premier roman, parce que elle avait déjà écrit Et soudain la liberté. Tout à fait. Voilà, donc celui-là nous raconte l'histoire d'amour, un amour impossible entre Marie-Pierre la douceur et Gabriel, qui est un Mauricien, c'est ça ? Absolument. Voilà. Et l'histoire, donc, se passe entre ces îles, c'est ça ? Ça commence... c'est sur l'archipel des Chagos. Voilà. C'est le Mauricien qui arrive sur l'archipel. Alors, exactement. Je voulais juste resituer, donc il y a un cadre historique. Tout à fait, qui est très important dans le roman. Ouais. Donc l'archipel des Chagos était dépendant de l'île Maurice pendant des années, jusqu'à l'année 1968, année de l'indépendance de Maurice. Et malheureusement, les Chagossiens qui vivaient en paix depuis toujours ou presque sur ces îles-là ont été déportés de façon atroce par les Britanniques. Ils sont plus ou moins 2000, je crois. Ils étaient à peu près 2000 à l'époque, exactement. Pour la plupart, ils étaient des descendants d'esclaves malgaches. Ils avaient réussi à s'implanter sur ces îles-là en travaillant le copra, en travaillant de la pêche, et mener une vie très simple, mais plutôt paisible. Jusqu'à cette année 68, effectivement, qui a marqué pour eux le grand basculement dans l'enfer, puisque les Britanniques voulaient récupérer l'île principale des Chagos, qui s'appelle Diego Garcia, pour louer le territoire aux Américains, qui étaient leurs alliés. On est en pleine guerre froide. Base militaire. Et ils ont construit une base militaire sur cette île. Et donc, il fallait faire place nette. Et pour ça, ils les ont déportés de façon vraiment violente et atroce, les Chagossiens. Juste préciser qu'à ce moment-là, la phase de l'indépendance de l'île est déjà commencée. Alors, le référendum sur l'indépendance est tenu en 1967 et la proclamation officielle de la République mauricienne est intervenue en 68. Oui, le 12 mars. Voilà, 68. le 12 mars. Mais donc, on peut dire que les Chagossiens ont été les oubliés de la couronne, puisque quand Maurice est devenu indépendant, ils l'ont pas donné. Les archipels ne sont pas devenus ne sont pas devenus indépendants avec Maurice. Comme Rodrigue est devenu indépendant, par exemple. Voilà. Non, et non seulement ils ont été les oubliés, mais ils ont été les victimes. Ils ont été les victimes collatérales de cette décolonisation qui n'a pas été au bout du processus. Puisque ce qu'a fait la couronne d'Angleterre à ce moment-là est en fait un crime contre l'humanité. Cette déportation était évidemment 1973, atroce. C'est ça. Ça a commencé en réalité... En fait, c'est une histoire terrible qui s'est déroulée en 3 phases. La première phase a consisté à faire partir certains Chagossiens qui se déplaçaient par exemple à Maurice pour soigner des personnes malades, etc. et à les empêcher de rentrer chez eux. Une fois qu'ils étaient à Port-Louis et qu'ils voulaient reprendre un bateau pour retourner à Diego Garcia, ils étaient bloqués sur le port. On leur disait non, vos îles sont vendues, vous n'y avez plus accès, c'est terminé. Ouais. Deuxième phase, une forme d'embargo. Ils ont essayé un petit peu d'affamer la population puisque les bateaux de ravitaillement ne pouvaient plus atteindre les côtes des Chagos. Alors certes, ils avaient quand même les ressources naturelles, la pêche, encore une fois, la noix de coco, etc. Mais il manquait de riz, il manquait de farine, il manquait de médicaments, il manquait quand même des biens essentiels. Donc c'était la deuxième phase. Et la troisième, la plus brutale, c'était en 71. Et c'est cette scène primitive, terrible, terrifiante de la convocation sur la plage principale des Chagossiens. Et c'est ce qu'il y a dans ce livre, justement. Et on leur a laissé une heure seulement pour faire leurs affaires et quitter à tout jamais leur île. Donc c'était très violent. Et comme vous le dites dans le livre, ils vont laisser leurs affaires, ils vont laisser la maison. Ils laissent évidemment leur maison, leur case, ils laissent leurs animaux. Ça, c'était très important. Le rapport aux chiens, le rapport aux chèvres, enfin... Tout ça, ça reste en place. Et bien sûr, ils doivent dire aussi adieu à leur mémoire, à leurs ancêtres, parce qu'ils savent qu'ils ne pourront plus jamais se recueillir sur la tombe de leurs ancêtres. Et ça a été très douloureux de se dire qu'il y avait une espèce de rupture avec leurs racines qui serait définitive. Et tout ça, sans savoir pourquoi, parce que eux ignoraient tous les enjeux politiques, géostratégiques, qui en fait leur tombaient dessus de façon très brutale.
Oui. Et une fois qu'ils sont arrivés sur l'île Maurice, on a entendu dire qu'il y avait des grèves de la faim, il y a eu des gens qui ont commencé à se mobiliser pour les emmener en justice, pour porter plainte. C'est un long chemin, ça s'est pas fait tout de suite parce que les Chagossiens en arrivant à Maurice n'avaient rien, ils étaient absolument démunis, ils ont été obligés de construire des bidonvilles pour essayer de s'unir un petit peu et tenter tant bien que mal de survivre. On parle pas de vie, là, on parle de survie. Évidemment, c'est quand on n'arrive sans rien, sans rien, et puis avec des problématiques qui en rappellent d'autres, mais ils arrivent là, ils sont confrontés par exemple à une alimentation qu'ils n'avaient pas au Chagos, qui était beaucoup plus naturelle, entre guillemets. Travail, donc ils tombent malades, ils se découvrent des virus qu'ils n'avaient pas, enfin voilà. Et le combat, judiciaire a commencé autour de 73. Dans ce que vous dites, Caroline Laurent, c'est qu'on ne parle pas de leur état mental à ce moment-là, parce que il y a un déracinement qui est violent, qui plus est, et il y a toute cette souffrance qui est psychologique, qui se déclenche également. Alors, on parle de la souffrance physique, mais on ne parle pas de souffrance psychologique. C'est sans doute d'ailleurs la plus violente, et la plus douloureuse, et celle qui continue d'ailleurs à habiter les Chagossiens et les descendants de Chagossiens aujourd'hui, parce que non seulement il y a la douleur du déracinement, la brutalité de cette décolonisation à côté de laquelle eux sont passés, mais il y a aussi le fait qu'ils ont été niés dans leur humanité du début à la fin. Du début à la fin, et surtout qu'ils arrivent sur une île qui est l'île Maurice, et que leur problème n'est pas vraiment un cas porté par les Mauriciens. Je veux dire, ils sont, même sur l'île Maurice, ils sont aussi un peu mis à part. Ils sont complètement mis à part, mais alors là, je peux vous en parler de manière un peu plus personnelle, puisque ma mère est mauricienne, donc je suis franco-mauricienne, et au moment du fameux référendum sur l'indépendance en 67, la question des Chagos et donc du démembrement quand même de l'État mauricien, puisque ça allait être séparé quand même un pays avec un côté qui reste aux Anglais et l'autre qui devient indépendant, cette question n'a jamais été abordée dans le référendum. Les Mauriciens ne savaient pas que l'indépendance, si l'indépendance était prononcée, entraînerait le démantèlement du territoire. Donc ils ont voté sans savoir tout ce qui allait se passer derrière. Et aujourd'hui, quand je vois le 12 mars, la fête de l'indépendance à Maurice, ça me fait penser à ce que dit Shehnaz Patel, qui est aussi une auteure mauricienne. En fait, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas sortir avec les banderoles et crier et vraiment faire la fête, parce qu'on sait que derrière, il y a un peuple qui a été sacrifié. Il y a eu un déchirement, c'est clair. Mais c'est dans ce contexte-là que arrive cette histoire d'amour. Alors, elle est intrinsèquement liée en fait à la violence de l'histoire, puisque le roman démarre en 67, au moment où justement le référendum va commencer. Et puis c'est la rencontre de deux mondes, parce qu'entre Marie, qui est chagossienne, qui est très noire de peau, qui élève seule sa petite fille Suzanne, qui est une femme en attente aussi, quand on la rencontre au début du livre, elle est forte, elle est déjà très ancrée aussi dans sa terre, c'est une femme libre, mais elle est en attente, elle aimerait que quelqu'un ou quelque chose vienne la réveiller. Et voilà que surgit Gabriel Némorin, qui lui est issu de la bourgeoisie mauricienne, qui a la peau plus claire, c'est un créole, mais il a la peau quand même plus claire. Lui, il a baigné dans la culture classique, de Shakespeare à Molière. On sent qu'il a aussi tous les codes de la bourgeoisie. Il a endossé une part aussi du système colonial parce qu'il croit faire partie un petit peu de cette élite, alors qu'en réalité, c'est pas si simple que ça. Donc il n'y a rien en réalité qui réunit ces deux personnages, sauf que l'amour quand même va leur permettre aussi de se retrouver et après dans un contexte particulier, parce qu'à cette époque-là, y compris à Maurice, le mariage de deux personnes de couleurs différentes, c'est très mal vu. C'est très complexe. Très très mal vu, et d'ailleurs il n'y a pas de mariage entre eux, c'est une union libre. C'est très mal vu, et ça l'est toujours aujourd'hui plus ou moins, on pourra en parler. Je ne veux pas froisser mes amis de l'île Maurice, et surtout pas, mais je reviens là-dessus, j'en parle bien sûr, mais je reviens là-dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est le système, j'allais dire indien, le système de caste qui est toujours en vigueur en Inde, ça arrive aussi sur cette terre de l'île Maurice, où les plus riches essayent aussi de maintenir à l'écart les plus modestes.
Il y a une typologie quand même assez fascinante, je trouve, à Maurice, et on parle là des années 60-70, je trouve que c'est toujours valable aujourd'hui, c'est qu'il y a une gradation selon, bien sûr, l'ethnie, la religion, mais au sein de chaque ethnie, de chaque communauté, il y a encore une division en fonction de la couleur de peau. Donc chez les créoles notamment, si on est plus noir ou si on est plus clair, on se situe pas au même endroit, pas au même échelon économique, et on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, c'est long, c'est terrible. Et cette question de couleur de peau, je ne sais pas si à Maurice c'est vrai pour tout le monde, mais en tout cas pour une ou deux personnes que je peux connaître, c'est vrai qu'avoir, pour des familles de couleur plutôt foncée, d'avoir un enfant de couleur claire, de couleur de peau blanche, c'est quelque chose d'important. Et c'est même une fierté pour certains. Tout à fait. Et dans le roman, il y a toute une réflexion autour de la maternité et puis de la filiation de façon plus générale. Et donc l'héroïne, encore une fois, qui est vraiment noire de peau, est déçue à la naissance de son enfant parce qu'elle l'imaginait plus clair et qu'en réalité, il sort un peu foncé. Et il y a quelque chose en elle qui effectivement est un petit peu tracassé par ça. Et c'est ce racisme, j'allais dire, qui est latent, qui est en chaque personne noire, parce que c'est vrai aussi à La Réunion. Les familles noires aiment bien quand leur enfant ramène à la maison quelqu'un de couleur plus claire. Oui. Aux Antilles aussi, les béquets, voilà. Et c'est pour ça que je disais que le racisme commence par soi, par notre façon de nous regarder et de regarder les gens qui nous entourent. Et on n'a pas de leçons à donner aux autres. Oui, et dans le roman, en tout cas, l'héroïne est peut-être aussi effectivement traversée par toutes ces questions-là, mais au contact de ce fameux Gabriel et de sa trahison, parce qu'il est question à un moment donné d'une trahison en lien avec les événements politiques, elle va quand même petit à petit se réapproprier son origine. C'est parce qu'elle a été exilée de force qu'elle va comprendre aussi d'où elle vient et pourquoi il faut lutter pour retrouver cette terre natale, etc. Et tout ce que ça dit d'elle aussi en tant que femme. Et vraiment, moi, je voulais une héroïne que l'adversité révèle à elle-même. Ouais. Donc c'est ça le but de Mais ça montre aussi un petit peu la complexité d'un pays comme l'île Maurice, parce que comme pour La Réunion, avec les origines différentes, avec les personnes qui viennent avec leurs traditions, avec des cadres parfois très psychorigides, pour certains, bon, je dis il y a 20 ans parce que c'est vrai encore aujourd'hui, mais une fille d'une famille aisée, épouser quelqu'un je dirais d'un milieu beaucoup plus modeste, c'était impensable. Oui, bien sûr, oui, économiquement, bien sûr. Oui. Alors, imaginez, vous ajoutez à ça la couleur de la peau, la qualité des cheveux. Exactement. Et vous imaginez l'équation qu'avait parfois à résoudre un jeune qui, lui, se disait « je suis réunionnais ou je suis mauricien, c'est tout ce qui compte ». Ouais. Mais le drame des Chagossiens, il est nourri par toutes ces questions et toutes ces problématiques-là, mais en plus, il y a le fait, encore une fois, qu'au sein de la communauté mauricienne, ils n'ont pas réussi à s'intégrer tout de suite. Encore une fois, parce que les gens n'étaient pas au courant, ne savaient pas, parce qu'ils n'avaient pas de moyens. De toute façon, ils n'avaient pas de moyens. Comment vous faites pour essayer de vous élever dans la société quand vous continuez à vivre dans des bidonvilles, en tôle, il n'y a pas de travail journalier. Je voudrais revenir sur le prix Métis. Alors. Avec plaisir. Alors, le prix Métis des lecteurs de la ville de Saint-Denis, c'est le prix là qui est venu, je dois dire, conclure une année quand même difficile. Je vais juste montrer la bande juste là, comme ça voilà, vous voyez la bande. Le prix roman Métis. Le prix roman Métis, c'est ça. Non, c'est formidable d'être ici, formidable de retrouver l'océan Indien, en fait, pour parler de ce roman qui met à l'honneur l'archipel des Chagos, Maurice. Et c'était un vrai bonheur d'être là. Je vais être malicieux et même vicieux dans la question que je vais poser. La franco-mauricienne que vous êtes, comment elle regarde tout cet épisode du Chagos, le comportement de l'île Maurice, le comportement je dirais du monde par rapport à ça. Quel regard, Caroline Alors, Laurent, je suis partagée entre la révolte puissante, je dois dire, qui a permis aussi à ce livre de naître, et une espèce de jugement terrible vis-à-vis du cynisme, en fait, de ces puissances, quelles qu'elles soient. Alors, les Britanniques sont les premiers responsables, vraiment, là-dessus, il n'y a aucune
aucune nuance à apporter. C'est eux qui ont décidé aussi d'instaurer cet ultimatum, parce qu'en réalité, Maurice n'a pas vraiment eu le choix au moment de l'indépendance. En gros, c'était déjà occupé. Oui, et puis c'était vraiment à Lancaster Gate en 65 qu'il y a eu les premières transactions entre Harold Wilson, Premier ministre anglais, et Ramgoolam, qui allait devenir donc le premier ministre mauricien. Et vraiment, l'enjeu, c'était ce fameux archipel des Chagos. Et il y a des documents déclassifiés qui le prouvent, où les Anglais disent il faut qu'on fasse peur aux Mauriciens. Donc, si on leur propose l'indépendance en gardant l'archipel des Chagos et qu'ils s'y opposent, eh bien, il n'y aura pas d'indépendance. Donc, forcément, ils étaient pris au piège. Je vais essayer quand même de mettre un petit bémol, si c'est possible, à ça. Il y avait un contexte dans l'océan Indien. La position des Seychelles, à ce moment-là, n'était pas simple. La France n'avait pas encore réussi à établir, je dirais, un contexte qui pourrait faciliter les informations et la communication entre ces îles-là. Surtout que la guerre froide, on y était dedans. Oui. Et puis, il y avait également la position de Madagascar qui, au niveau politique international, était pas simple. On savait plus sur quel pied danser, enfin en tout cas le monde essayait de savoir sur quel pied danser, quelle position le gouvernement allait prendre. Donc c'est pour ça que ça a amené là aussi un contexte international où Maurice et surtout les Chagos en ont fait les frais. Oui, bien sûr, mais si on se resitue un tout petit peu effectivement dans le contexte de l'époque, on sort de la crise des missiles à Cuba, évidemment on est au plus haut de la guerre froide, et les Américains ont sollicité les Anglais depuis longtemps pour trouver une base dans l'océan Indien. C'était en fait vraiment des échanges préalables qui ont duré des années. Ils avaient pensé un temps aller à Agalega. C'était la première hypothèse, s'installer à Agalega. Et une chose qui me révolte, c'est que lorsque les Britanniques et les Américains ont fait le voyage de repérage à Agalega, où il n'y a pas d'habitants, ils ont vu une magnifique colonie de tortues marines. Alors, formidable, j'adore les tortues marines, c'est magnifique. Mais ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas installer une base militaire là parce que ça allait être préjudiciable aux tortues marines. Et après, ils vont à Diego Garcia. Oui, il y a quelque chose. Il y a 2000 habitants, c'est pas un problème, on les déporte. Juste pour faire sourire, à Agalega s'installe désormais une base militaire, je crois, indienne. Parce que la base militaire qui devait s'installer sur une des îles des Seychelles ne se fait pas de par la position de la Chine. Et aujourd'hui, Agalega aura sa base. Mais voilà. C'est une ironie tragique. Je ne sais pas quoi dire. Alors, pour revenir à l'archipel, ils y sont passés en justice et il y a eu la résolution de l'ONU. Oui. Qui... voilà, non, mais pour finir sur des notes un peu plus... Non, d'accord. Il y a la résolution quand même du 22 mai qui demande, en 2019, qui demande quand même au Royaume-Uni de venir... revenir sur leur... Qui demande surtout aux États-Unis de retirer leur base. Oui, mais... mais c'est fait de telle façon que personne n'a bougé sur les îles de Chagos, qu'il n'y a eu aucun mouvement, mais c'est la façon où ça a été dit tellement subtilement du bout des lèvres que je pense que personne n'a entendu. Alors le problème, c'est que l'avis de l'ONU... Et il se trouve que moi, j'étais au tribunal de La Haye à ce moment-là, j'étais avec les Chagossiens à la Cour internationale de justice, c'est que l'ONU a rendu un avis consultatif. Et comme son nom l'indique, un avis consultatif est une incitation à, mais ce n'est pas une loi qui contraint. Oui, puisqu'ils avaient donné les 6 mois, c'est ça ? Voilà, il y avait un délai de 6 mois. Et le procès à la Haute Cour de Londres... Ils ont jusqu'au 31 décembre là, pour partir. Oui, mais le procès à la Haute Cour de Londres de mai 2020 a une fois de plus entériné le fait que les Anglais restaient là où ils étaient au Chagos et qu'ils n'allaient pas restituer les terres. Ouais. Donc c'est toujours ce combat, pour moi c'est vraiment Sisyphe, quoi. C'est porter ce rocher au sommet de la montagne et puis le voir redévaler la pente le lendemain et recommencer le jour suivant. Mais disons quand même que ce que cet avis consultatif de la Cour internationale de justice a apporté, c'est déjà une reconnaissance de ce déracinement illégal, le fait que l'occupation actuelle des Britanniques au Chagos était elle aussi illicite. Bon, c'est un premier pas. C'est pas suffisant, mais c'est un premier pas. C'est un début. Et puis là, la nouvelle carte de l'ONU, là, j'ai vu qu'ils ont... Voilà, c'est aussi des petites pierres comme ça. Alors la nouvelle carte de l'ONU, effectivement, montre sous archipel des Chagos, sur la carte du monde, entre parenthèses, Mauritius, alors que jusqu'ici, c'était BIOT, British Indian Ocean
Territory. Voilà. Donc ils ont acté, on va dire, symboliquement sur la carte du monde que ça revenait à Maurice. Ouais. Donc on peut penser que ça va se permettre à avancer un petit peu. Et voilà, les mentalités, le fait de sortir des livres et de venir en parler, de faire les télés pour en parler, tout ça, c'est déjà pour eux, pour les Chagossiens. C'est un devoir de mémoire aussi, c'est faire connaître une histoire qui a été complètement rayée de la carte, oubliée. Donc, je voudrais quand même malgré tout qu'on n'oublie pas que dans ce livre, c'est d'abord une histoire d'amour, dans ce contexte géopolitique. Rivage de la colère, je pense que le cours de géopolitique qu'on vient de faire, c'était pas ça qui est le plus important. C'est de voir comment aussi important, deux êtres humains peuvent construire quelque chose dans le contexte dont on vient de parler. Parce que qu'on le veuille ou pas, ce contexte-là pèse beaucoup. Tout à fait. Voilà. En tout cas, Caroline Laurent, on aura beaucoup appris. Merci. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau. Avec grand plaisir. Pour d'autres informations. Dès que vous revenez à l'île de la Réunion, vous venez nous voir. Merci beaucoup, avec plaisir. En tout cas, c'est vraiment je crois qu'on aura beaucoup d'informations sur les Chagos et surtout ça qui est important. Parce que d'une façon ou d'une autre, les Réunionnais, pour un grand nombre, ne connaissent pas l'histoire des Chagos depuis l'expulsion des Chagossiens. Merci en tout cas pour pouvoir combler ce vide chez nous en tout cas, Caroline Laurent. Merci à vous. Merci également Koulsoum. Merci également à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.